Bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial sur ITV. Notre invité aujourd'hui est Mediba, il est journaliste à Jeune Afrique, correspondant du magazine au Sénégal depuis 10 ans. Il a été rédacteur en chef du site du même journal. Alors il couvre également l'actualité en Afrique ailleurs, au Rwanda et au Burundi. Bonjour confrère. Bonjour Amadou. Alors vous êtes co-auteur d'une enquête sur Econ City, c'est ce méga projet qui était censé sortir de terre en 3 ans. 3 ans après, vous venez de publier une enquête là-dessus avec votre consoeur, également correspondante du journal Jeune Afrique à Dakar. Alors, vous vous êtes intéressé à ce sujet, vous avez donné un peu la parole à tous les acteurs, aux ministres, à des architectes. Pour la première fois, une enquête très fouillée sur le sujet. Première question, Mehdi, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cela et il vous a pris combien de temps pour travailler là-dessus? Pourquoi ça semble, c'est implicite, c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme battage médiatique au moment de l'annonce du lancement du projet, qui s'est fait en plusieurs phases. On a d'abord appris qu'il y avait un accord entre l'État et Econ en vue de construire une ville comme ça, ex nihilo, une ville très moderne, une ville du futur, une ville qui serait éco-friendly, une ville qui serait très high-tech, etc. Et puis il y a eu en août, le 31 août 2020, il y a eu sur place à Mbodiène, le village qui est juste à côté du site, il y a même eu la pose de la première pierre. Donc on s'attendait à ce que le projet démarre, à ce que les travaux démarrent et à ce qu'on voit régulièrement avancer ce projet. Puis il est devenu évident qu'il ne se passait rien sur place. Quand en décembre dernier, décembre 2022, Econ a inauguré une sorte de maison des jeunes dont il a financé la rénovation dans le village de Mbodiène, énormément de médias, notamment en particulier sénégalais, sont allés sur place. On a vu quelques images et on a vu qu'il n'y avait absolument rien de nouveau. Nous, à ce moment-là, on venait de commencer avec ma collègue Mariam Soumaré à enquêter pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire. Elle-même avait fait, fin 2020, je crois, un premier survol de Econ City, et dans le même article, elle évoquait aussi un autre projet qui semble un peu pharaonique, qui s'appelle Diamniadio Lake City, mais qui est moins ambitieux, puisqu'il s'agit plus d'un complexe immobilier à l'intérieur de la ville nouvelle de Diamniadio que d'une ville entière. Oui. Et on était arrivé déjà à l'époque à la conclusion que toutes ces choses étaient très belles sur le papier, c'était très joli quand vous montriez une maquette ou que vous faisiez une simulation 3D dans une vidéo de 4 minutes, mais que derrière, on n'arrivait pas vraiment à cerner quelque chose de concret. Qui finance ? Parce qu'on parle d'un budget pour Econ City que Econ lui-même évalue à 6 milliards de dollars au total pour la ville. Donc qui finance ? Qui sur place assure le relais ? Sachant qu'Econ est quelqu'un qui est artiste, qui est producteur de musique, qui vit aux États-Unis. Donc qui sur place ? En fait, personne. Et à un moment donné, et on s'est aussi posé la question de où en sont les autorités sénégalaises. Oui. Parce que les autorités sénégalaises dans cette affaire ont soutenu, elles n'ont pas dépensé d'argent, elles n'ont pas financé, elles ne comptent pas financer, mais elles ont soutenu, elles ont fait en sorte que des terrains soient attribués pour ce projet. Et aujourd'hui, on a bien sûr voulu savoir où elles en étaient de leur réflexion, parce que rien n'avance. Tout à fait. Et vous a pris combien de temps pour travailler là-dessus ? Écoutez, moi, j'ai commencé. Je pense avoir commencé à poser les premiers jalons en novembre depuis Paris. Je suis rentré en décembre à Dakar vers le 10 décembre, et du 10 décembre à Noël, j'ai commencé à rencontrer des personnes. J'avais notamment rencontré le ministre une première fois, le ministre du Tourisme, Mamba Ignan, le 23 décembre, je me souviens. Et puis après, je me suis beaucoup documenté aussi sur ce qui avait été publié et aussi sur des sujets périphériques. Par exemple, la crypto-monnaie lancée par Econ, l'Ecoin. Parce que cette crypto-monnaie s'est effondrée depuis son introduction sur le marché.
Econ nous dit que le jour où Econ City verra le jour, l'Ecoin sera la devise en usage. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait une enclave monétaire au Sénégal où vous n'allez pas donner du CFA, vous allez donner de l'Ecoin à partir de votre téléphone portable. Donc ensuite, j'ai eu une période d'indisponibilité pour des raisons de santé où j'ai mis un peu en stand-by entre mi-janvier, mi-février. Et puis ensuite, on a repris à deux sur voilà, le 3 ou 4 semaines et on a rencontré d'autres personnes et on a formulé les choses et on a écrit. Et bien sûr, on a parlé à plusieurs reprises à un associé d'Econ, un Français qui s'appelle Dominique Delport, qui est très investi sur le projet. Et on a fait une interview à distance avec Econ lui-même pour lui poser les principales questions qu'on avait à lui poser. D'accord, et ça aboutit à une enquête qui est sortie début avril, on l'a dit. Mais dans ce dossier, vous expliquez que tout au début, il y a eu qu'une seule vidéo qui a été faite, une sorte de film 3D. Il n'y a rien qui a été réalisé au préalable. En amont, il n'y a pas eu d'étude d'impact, de financement, il y a eu un financement, mais il y a eu une maquette aussi. Mais un seul film suffit à lancer un projet? Alors justement, vous avez tout à fait raison, et c'est un point sur lequel reviennent notamment l'architecte Xavier Ricou, qui est basé ici au Sénégal, et qui a été pendant pas mal d'années, une quinzaine je crois, le directeur des grands travaux à l'APIX, et c'est aussi quelque chose qu'on nous a dit par ailleurs, c'est qu'en fait les études, elles sont nombreuses, les études, avant de lancer quelque chose aussi ambitieux qu'une ville. Vous avez cité voilà, les études d'impact environnemental, les études d'impact social, et tout un tas d'études, sans parler des études qui concernent plus Econ, qui sont les études de marché, le sol, etc., etc. Et puis n'oubliez pas qu'on est dans une zone où vous avez Econ City, la lagune de Mbodiène et l'océan juste derrière. Une lagune, c'est pas un endroit où vous arrivez et vous faites pousser des buildings comme ça. C'est une zone protégée. Donc ça implique également le ministère de l'Environnement. Or, ce qu'on nous dit au niveau d'Econ et de son associé, de son partenaire, c'est que ces études seraient en train d'être réalisées. Combien l'ont été véritablement? Combien reste à produire? On n'en sait rien. Mais pour revenir à votre question initiale, il est évident qu'avant de donner un green light, un feu vert, de poser une première pierre et de dire qu'un chantier va démarrer et de faire des projections sur les délais, on est censé faire au préalable ces études incontournables, les montrer aux protagonistes étatiques comme la SAPCO qui représente dans ce dossier le ministère du Tourisme qui est en charge. Et à partir de là, on peut commencer à planifier. Or là, on a l'impression qu'on a d'abord jeté de la poudre aux yeux avec, comme vous le disiez, un clip de 4 minutes avec quelque chose de très beau, mais qui n'est qu'un clip. D'accord. Pourtant, jusque-là, vous le dites, Econ jouit quand même d'une bonne réputation. Avant ce projet, il y a eu un autre, c'était l'électrification du continent. Vous pensez qu'au Sénégal, est-ce qu'il n'a pas, les autorités n'ont pas été trop complaisantes? Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Un peu de naïveté aussi. Il y a eu quelque chose, c'est-à-dire que la mariée était trop belle et on s'est jeté à corps perdu dans le projet de mariage, mais on n'a pas vu que juste derrière, il y avait quelque chose qui n'était pas si solide et si authentique que ça dans les intentions de la mariée. Donc effectivement, vous pointez quelque chose d'intéressant, qui est qu'à partir du début des années 2010, Econ, en plus d'être musicien et de graviter dans le milieu de la musique, s'est mis à devenir une sorte de philanthrope qui associe le business et une sorte de volonté de développement de l'Afrique, un peu à la façon d'une fondation ou d'une ONG. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, ce projet dont on a beaucoup parlé à l'époque, Econ Lighting Africa, autrement dit Econ éclaire l'Afrique, à partir du solaire, personne aujourd'hui ne peut vous donner un bilan concret, fiable et vérifiable de où on en est, parce que ça semble s'être arrêté au milieu du désert. Même le site internet est down depuis déjà un certain temps. Moi, j'ai jamais pu le voir. Il était associé à d'autres. Il était associé à un jeune Sénégalais qui s'appelle Thionian et à Samba Bathily, qui est un Malien plutôt dans le milieu homme d'affaires. Sauf que nos tentatives d'avoir des réponses de la part de ces deux personnes sont restées vaines, et que quand on a eu Econ, bon, c'est pas un point sur lequel on a insisté. On voulait pas se disperser. Pour l'instant, notre enquête se limite à Econ City et nous faisons simplement un rappel du fait qu'il y a d'autres dossiers qui ont concerné Econ, impliqué Econ, et dont personne ne peut vous dire aujourd'hui s'il y a eu quelque chose qui a été délivré, qui a été rendu, quelque chose qu'on peut toucher. Pourtant, on a vu quand même il a voyagé, il a électrifié certains villages, c'est ça, entre-temps.
Mais vous savez, je suis tombé sur l'article d'un autre de mes collègues qui couvre depuis Paris le Sénégal, Herman Boko, Oui. qu'il avait fait à l'époque pour Le Monde Afrique, je crois qu'on était en 2016. Oui. Et dans cet article, il nous raconte en 2016 Oui. que le projet Econ City au Bénin, son pays d'origine, a servi à éclairer les allées de la présidence de la République. Ah. Donc, si vous voulez, entre apporter la lumière à des villageois, la lumière et tout le reste, le courant électrique à des villageois qui en sont pour l'instant privés, Oui. et aller éclairer les allées de la présidence pour qu'il y ait de jolis lampadaires qui brillent la nuit, qui s'allument la nuit, si vous voulez, Un bon, fossé. de quoi parle-t-on? Donc, je ne dis pas que rien n'a été fait. Je ne dis pas... Bon, ils ont, par exemple, ouvert, je crois que c'est à Bamako, une sorte d'institut privé pour former au métier du solaire. Ok. Mais à l'époque, on parlait quand même d'électrifier par le solaire des zones rurales dans 14 pays. Sortir l'Afrique de la pénombre. Absolument, depuis le Sénégal jusqu'à certains pays d'Afrique centrale. Oui. Et on parlait de millions de personnes qui allaient en bénéficier. Aujourd'hui, moi, je vous mets au défi immédiat d'aller trouver des informations fiables que vous pouvez vérifier derrière avec les États ou les institutions concernées pour savoir quel est le bilan au jour où on parle de Econ Lighting Africa. D'accord. 3 ans après le lancement de ce projet-là, comme je l'ai dit, vous expliquez que tout est au point mort et qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une sorte de scepticisme qui gagne du terrain au niveau du gouvernement, au niveau même de l'opposition. Il y a un opposant qui a interpellé directement le ministre du Tourisme à l'Assemblée nationale. Vous donnez aussi la parole à Pierre Atepa Koudiaby, qui est quand même un architecte très respecté, de renom ici au Sénégal. Est-ce que tout ça vous explique que quasiment le projet aujourd'hui est voué à l'échec? Écoutez, je veux pas lire dans les coris ce qui va arriver, mais si vous écoutez le ministre Mamba Aignan, Oui. il est très vraisemblable que l'État sénégalais finisse par revenir sur l'engagement initial en estimant que les conditions qui avaient été promises n'ont pas été remplies. Donc je pense que la dernière étape à partir de laquelle on passera éventuellement à une telle phase, Oui. c'est cette fameuse étude demandée à la SAPCO par le ministre. Oui. On verra quand elle sera effectivement rendue, on verra ce qu'elle dira. SAPCO qui est La SAPCO qui est l'agence d'État décentralisée, voilà, Oui. le démembrement qui est chargé de mettre en valeur et d'assurer la promotion touristique, notamment de la Petite Côte. Donc qui est directement concernée puisque c'est elle qui a contracté avec Econ sur l'obtention des terrains. Donc je pense qu'aujourd'hui l'État, d'une part, se demande si il n'a pas été effectivement un peu trop confiant au point de départ de ce projet face à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Et puis surtout l'État, et ça le ministre le dit clairement, l'État reçoit dans cette zone dont vous savez très bien qu'elle a un potentiel touristique fort et que le tourisme est une priorité pour l'État du Sénégal, que ce soit dans le plan Sénégal émergent et de toute façon sur la longue période, si bien qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cette zone. D'autres preneurs. Quand vous avez une chaîne comme Riou qui a déjà construit un hôtel à Pointe-Sarène, donc pas très loin au nord de Mbodiène, Qui a été inauguré là. qui est déjà à ouvert et qui a été construit pendant le Covid, alors qu'Econ dit que tout ce retard a été en raison du Covid, ce qui au niveau des dates ne tient pas vraiment la route. Il est bien évident que le ministre le dit, on ne va pas laisser éternellement, sous prétexte qu'Econ est un fils du pays, cette histoire ne mener nulle part, alors qu'on a des propositions très concrètes par des interlocuteurs qui ont amplement fait leurs preuves, non seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Donc il est tout à fait possible qu'on assiste à un chassé-croisé et que cette histoire... Résiliation du contrat? À une résiliation du contrat, qu'elle soit tacite ou qu'elle soit en passant par un contentieux qui irait devant les tribunaux. Mais en tout cas, quand vous allez sur le terrain et que vous faites, comme nous on l'a fait, des images au drone de cette zone qui normalement devrait voir émerger depuis longtemps une ville ultramoderne, il est bien évident qu'à part quelques chèvres qui broutent les derniers buissons, à part un troupeau de vaches qui traverse de temps en temps, et à part 3 ânes, le jour où on y était, vous aviez 3 ânes au milieu d'une bande Vous de terre. caricaturez là. Mais là, c'est du réel. Aujourd'hui, les seuls habitants d'Econ City, ce sont des chèvres et des ânes. D'accord. Il y a aussi une sorte de raillerie, de colibé sur le net. Vous le relatez dans la... Oui, alors, imaginez-vous, et c'est assez amusant, alors même qu'il n'avançait pas d'un millimètre au Sénégal sur ce projet Econ City, Econ est allé en Ouganda entre 2020 et 2021, où il a rencontré les autorités au plus haut niveau, le président Yoweri Museveni, des ministres, et il a conclu le même type d'accord avec les Ougandais
pour construire un clone d'Econ City sur une bande de terre 10 fois plus large que celle du Sénégal, est censé émerger parce que Econ a démultiplié comme ça ce type de projet, et où bien évidemment il ne se passe rien, et on a beaucoup de doutes sur le fait qu'il puisse se passer quelque chose plus vite en Ouganda, projet engagé bien plus tard, et pays où Econ n'a aucune attache, que dans son pays d'origine, le Sénégal, où il suffit de faire 1h30 de route depuis Dakar pour arriver sur site. Donc cette volonté de multiplier comme ça les projets féeriques alors qu'il n'y a rien à l'arrivée, bien évidemment, ça fait que aux États-Unis, dans l'Afrique anglophone en général et en particulier en Ouganda, mais aussi sur les réseaux sociaux sénégalais, tout le monde y va de son interrogation. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une supercherie? Est-ce qu'on verra un jour Econ City? Et il y a beaucoup de deuxième degré pour prendre ça à la rigolade, parce qu'au fond, les gens ne savent pas très bien quoi dire d'autre à ce stade. En attendant, vous relatez dans l'enquête aujourd'hui que le ministre du Tourisme est suspendu à une enquête qui a été donnée à la SAPCO pour évaluer un peu le projet avant peut-être de passer à la résiliation du contrat. Oui, parce que le ministre du Tourisme, il ne faut pas oublier que ce projet a été soutenu à l'origine par le président Macky Sall, des personnes qui ont été concernées par la gestion de ce dossier. Le ministre du Tourisme était au lancement du projet. Le ministre du Tourisme a été ministre du Tourisme au moment du projet, puis je crois que pendant à peu près 2 ans, il a eu une autre fonction à la présidence de conseiller politique du président, puis il est revenu lors du dernier remaniement après les législatives de 2022. Donc Mambaignan aujourd'hui revient sur ce dossier où lui me dit qu'il était déjà extrêmement sceptique au point d'origine, que les choses ont quand même avancé, mais l'ancien directeur général de la SAPCO, Maître Aliousso, nous a dit lui aussi qu'au moment de la pose de la première pierre, il a trouvé que c'était largement prématuré et qu'il a essayé de tirer le signal d'alarme, etc. Pour en revenir à ce que je vous disais, il est bien évident qu'aujourd'hui, le ministre, à moins d'avoir une instruction claire du président lui-même, va attendre de pouvoir consolider son point de vue, s'il devait y avoir résiliation, sur ce fameux rapport qu'est censé rendre la SAPCO dans un délai que je ne saurais vous préciser, mais dont j'imagine quand même qu'il ne devrait pas trop tarder, puisqu'au fond, faire le bilan, c'est pas très difficile, sachant que comme on est sur une terre vierge où il n'y a absolument aucun bâtiment qui a poussé, il y aura certainement d'autres choses à dire sur l'état d'avancement des études préalables. Peut-être que la SAPCO analysera si le financement que Econ prétend avoir réuni est fiable, mais en tout cas en termes de réalisation et en termes de délai, il faut manifestement changer de calendrier dans les grandes largeurs, parce que rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a encore été fait, mais on ne peut pas, peut-être, on ne sait pas encore ce que dit la loi en cas de résiliation. Et l'autre hypothèse évoquée dans cette enquête, c'est que vous soupçonnez, ou on soupçonne Econ de pratiquer ce qu'on appelle une spéculation foncière. Vous l'avez abordé, la zone est très convoitée, qu'aujourd'hui, il pourrait revendre ces terres-là si le projet ne marche pas. Alors, c'est une hypothèse. Déjà, c'est une hypothèse, vous avez raison de le rappeler. Ensuite, il ne pourrait pas revendre, parce qu'il n'a pas acheté, il n'est pas détenteur des titres fonciers. Il a signé avec la SAPCO. Mais on lui a vendu. Non, on lui a loué. C'est un bail. Il s'agit, ça on le précise bien, il s'agit d'un bail. Donc, de combien d'années? De 50 ans, d'après ce que disent Econ et son associé Dominique Delport. Je ne vous cacherai pas qu'effectivement, pour entrer dans le détail des clauses, ça ne nous a pas été possible, parce que l'actuel directeur général de la SAPCO, malgré plusieurs sollicitations qui se sont étalées sur plusieurs mois, n'a jamais donné suite, parce que Econ et son associé nous ont montré les documents permettant d'identifier l'entête et le pied de page du bail, et parce que l'ancien DG de la SAPCO signataire nous a bien confirmé que oui, il avait signé ce bail à telle date avec Econ. Mais globalement, les clauses de résiliation dans le détail, pour l'instant, la seule qu'on connaisse, c'est que Econ n'a toujours pas payé l'intégralité du ticket d'entrée. Il doit encore 375 millions à la SAPCO. De son côté, on assure qu'avant la fin mai, cette histoire sera réglée. Mais à mon avis, ça n'est pas la seule clause libératoire pour l'État du Sénégal, au cas où il ne se passe rien. Donc ça, par contre, ce sera le prochain épisode, si d'aventure, les autorités sénégalaises décident de porter ce contentieux
devant la justice ou de le gérer en direct avec Econ et ses partenaires, Oui. en disant nous estimons que les délais ont été dépassés et que l'accord devient caduc. D'accord. Pourtant, Econ, lui, il y croit toujours, vous lui avez donné la parole dans cette enquête. Très rapidement, on est un peu rattrapé par le temps. Eh bien oui, Econ y croit, Dominique Delport y croit, parfois même, on a l'impression encore plus. Il Oui. est C'est intarissable. son autre partenaire, c'est ça? Voilà, c'est son partenaire français dont j'ai déjà parlé. Oui. Et bien évidemment, eux sont convaincus que tout va bien, que parfois ils ont eu le sentiment d'avoir la SAPCO qui n'avait pas vraiment de répondant, qui... bon, qui met un peu de pression. Ouais, alors des bâtons dans les roues, etc. Mais que ça c'est depuis le nouveau responsable, Monsieur Ndiaye, je crois que ça se serait arrangé. Très franchement, on sent qu'ils sont convaincus que cette histoire peut durer sans avoir à montrer, eux, qu'il y a réellement une ville en train de se construire. Moi, je peux comprendre leur optimisme, je peux comprendre, est-ce de la candeur, de l'optimisme, mais en tout cas, j'ai comme l'impression que Econ, et il le dit, que ça lui vient d'un rêve d'enfant, hein, en fait, de transplanter dans son pays, le Sénégal, des villes façon Golfe Persique, c'est-à-dire des villes que vous verriez pousser en plein désert en Arabie Saoudite, ou des villes sur l'eau comme à Dubaï, etc. Le problème, c'est que lui n'est pas un émir du Golfe, et que même s'il a des fonds, et que même s'il a une réputation qui peut inciter des bailleurs à le suivre sur un tel projet, il y a un moment donné où quand même vous devez faire du reporting, rendre des comptes et montrer que votre projet est réellement sérieux. Très rapidement, avant de terminer, les grands perdants de ce projet, c'est un peu les populations, les autochtones qui avaient vu grand quand même dans ce projet. Ben, si rien n'est fait, bien évidemment, on devra avoir une pensée pour les habitants de Mbodiène, qui pour eux-mêmes et pour leurs enfants ont espéré. Econ s'est rendu plusieurs fois sur place, il les a rencontrés. Il a construit donc un centre voilà, parce que bien évidemment, une ville entière qui se met à pousser au milieu d'une savane où il n'y a pas grand-chose, eh bien oui, vous pouvez imaginer. On leur a par ailleurs fait miroiter qu'on créerait sur place les usines qui fabriqueront les matériaux qui serviront à construire la ville, qu'on créera sur place des centres de formation où les gens qui travailleront à l'hôpital ou dans tel ou tel corps de métier seront formés. Donc tout ça, si le projet capotait, tout ça s'effondrerait et c'est d'abord à eux qu'on pense. On pense ensuite, secondairement, aux autorités sénégalaises qui auraient le goût amer, parce que tout le monde a un goût amer lorsque vous avez le sentiment qu'on vous a mené en bateau et que votre interlocuteur ou votre interlocutrice n'était pas crédible ou pas sérieux. Et bien évidemment, ça laisserait probablement un goût amer par rapport à ce fils du pays qui donnait l'impression de faire ça par altruisme, par philanthropie, pour renvoyer la balle aujourd'hui à son pays d'origine et qui, à l'arrivée, n'a rien montré. Voilà, donc il y aurait de l'amertume, mais je pense que ceux qui ont versé l'argent, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a qu'Econ, et que si jamais cet argent, au final, ne sert à rien... Au total, 1 milliard quelque. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de francs CFA pour le ticket d'entrée à verser à la SAPCO. Maintenant, il y a une somme que je ne peux pas chiffrer, c'est celle des fameuses études qui sont encore en cours de réalisation, dont certaines auraient été déjà faites, et ça aussi, ça coûte de l'argent, mais là, par contre, les infos qu'on nous a données ne sont pas suffisamment fiables et recoupables pour que je puisse chiffrer. Pour l'instant, il y a ça. Meriba, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Et c'est la fin de cet entretien spécial. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur ITV.